Bonsoir à tous. Éclairage sur la Colombie avec une figure très engagée pour la paix dans son pays encore meurtri par des conflits armés. Monseigneur Juan Carlos Barreto, évêque de Soacha et président de Caritas Colombie, est l'invité d'Église du Monde. Il nous apportera son éclairage, mais tout d'abord quelques repères à retenir. La Colombie, pays 2,5 fois la taille de la France, est située en Amérique du Sud. Elle est frontalière avec le Panama, le Venezuela, le Brésil, l'Équateur et le Pérou. Sa population est de 51 millions d'habitants, sa capitale Bogota. Côté religion, la Colombie compte environ 73,5% de catholiques, 10% de protestants, 9% d'autres religions, 7,5% se déclarent athées et sans affiliation religieuse. Tout de suite, je retrouve notre invité. Monseigneur Juan Carlos Barreto, buenos días, bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Originaire du diocèse d'Espinal, à 150 km au sud-ouest de Bogota. Vous avez été ordonné prêtre en 1993 pour le diocèse de Sansón-Río Negro, près de Medellín, seconde ville de Colombie. Depuis 2022, vous êtes évêque de Soacha, situé au sud de Bogota. Vous étiez avant cela durant 9 ans évêque de Quibdó, capitale du Chocó, dans l'ouest de la Colombie. Et puis, depuis 2021, vous êtes également président de Caritas Colombie. Alors, ces différentes missions vous donnent une vision d'ensemble des défis qui touchent les Colombiens aujourd'hui, avec ce premier défi qui est central en Colombie, c'est celui de la paix. Rappelons pour ceux qui nous écoutent que la Colombie a connu l'un des conflits armés les plus longs de son histoire, ayant démarré dans les années 50. Et puis il y a eu ces accords de 2016 entre l'État colombien et la guérilla des FARC, avec des milliers de FARC qui ont rendu les armes. Mais la violence, elle se poursuit aujourd'hui, Monseigneur Barreto? Alors malheureusement, oui. Nous avons effectivement différents types de violences. Depuis que la Colombie est république, il y a eu plus de 40 conflits à différentes périodes, à différents moments de l'histoire. Mais disons que ce dernier conflit s'est prolongé, il a duré plus de 60 ans. Et cela fait que dans le pays, eh bien, on est encore les guérillas, la guérilla historique des FARC, mais également le ELN. Il y a la présence de paramilitaires et d'autres groupes criminels qui sont associés directement au trafic de drogue et à d'autres actions illégales et à toute une série de violences qu'il y a eu dans le pays. Alors, vous en avez vous-même fait l'expérience de cette violence, puisque vous avez été évêque dans le Chocó, je le disais, à Quibdó. Que vit la population? Dites-nous concrètement, pour qu'on essaye de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Alors, les Colombiens de différentes générations, les uns et les autres, nous avons tous été victimes d'une façon ou d'une autre de différentes violences pendant l'adolescence, par exemple. Là où moi j'étudiais, j'ai vu les actions des FARC qui se trouvaient là, tout près de là où j'habitais. Et ensuite, une fois que j'ai été ordonné évêque, il y a les paramilitaires qui sont arrivés. Et dans le Chocó, j'ai vu donc la présence des FARC, la présence du ELN, la présence des paramilitaires. Et j'ai vu cette connivence qu'il y avait entre certains pouvoirs publics, des forces publiques, avec les paramilitaires. Mais habituellement, en Colombie, dans de nombreux territoires, nous avons vécu, les gens ont vécu des situations très similaires, justement parce qu'il y a eu différents acteurs et pendant les différentes périodes de l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Alors c'est vrai qu'il y a eu certains traités de paix, on est arrivé à certains accords de paix qui ont permis que certains groupes arrêtent, mais les causes structurelles du conflit, des conflits sont toujours là. Il se trouve que l'État
n'est pas présent dans beaucoup d'endroits. Nous avons un état de droit qui ne fonctionne pas dans de nombreuses régions du pays. Et puis, ce qui se passe également, c'est que la Colombie se trouve dans une zone géostratégique pour la production de coca, la feuille de coca par exemple. Et il y a une demande très forte de la part de nombreux pays. Et le trafic de drogue a été l'un des combustibles du conflit armé. Et donc, tous ces facteurs ont été donc rassemblés et n'ont pas permis que l'on puisse parvenir à cette paix que nous voulons tellement. Quelles sont les souffrances de la population et vous, comme vous l'avez vu, observé, dites-nous ceux qui en sont les victimes. La commission para el esclarecimiento de la verdad. Les commissions pour la vérité sur justement le conflit armé, qui, si on se base sur les chiffres, sur les statistiques, sur toutes les analyses, disent qu'en 35 ans, il y a eu 9 millions de victimes en Colombie. Et la plus grande partie sont des personnes déplacées. 200 000 personnes ont été assassinées. Il y a des peuples qui ont été confinés par la présence de ces acteurs armés sur le territoire. Il y a eu plus de 30 000 enfants qui ont été recrutés, qui ont été kidnappés, qui ont disparu. Et en fait, tous les segments de la population ont été victimes d'une façon ou d'une autre, des enfants, des adolescents, des adultes, des femmes, des hommes, les minorités LGTB, etc. Et nous avons également été affectés à cause de notre État. Il y a beaucoup d'inégalités dans mon pays. Ce que je veux dire par là, c'est que la richesse n'est pas répartie de façon équitable et plus de la moitié de la population est dans une situation de pauvreté. Cette pauvreté, elle trouve sa source dans ces conflits qui durent depuis si longtemps? En fait, il y a 3 raisons essentiellement. Tout d'abord, ce sont les inégalités sociales. Il n'y a pas un état de droit qui garantisse des droits pour toute la population. 50% des jeunes qui finissent le lycée ne parviennent pas à accéder à l'université. Une grande partie de la population est exclue du système de santé. Les paysans, les populations africaines, les populations autochtones ont été également exclues de ces droits sociaux, du droit au travail, du droit au logement. Ils ne peuvent pas être vraiment productifs, ils ne peuvent pas vraiment apporter ce qu'ils pourraient apporter pour le pays. Alors, il y a également la présence de ces acteurs illégaux dont je parlais tout à l'heure. Dans la plupart des cas, il s'agit d'acteurs armés et à travers le trafic de drogue, à travers la contrebande, la traite de personnes, l'activité minière illégale fait que beaucoup de personnes ont perdu la possibilité de vivre sereinement, tranquillement. Et il y a une autre composante, c'est la corruption au niveau politique dans le pays. Tout cela n'a pas permis en fait à la population d'avoir un meilleur niveau de vie. Et tout cela donne comme résultat une situation dans laquelle, malheureusement, nous nous trouvons. Une situation qui est complexe, Monseigneur. Alors, vous-même, vous avez été menacé de mort. Pourquoi ? Alors, disons qu'il n'y a pas vraiment eu une menace de mort directement à mon égard. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je vivais dans un endroit où toute la population était menacée, en fait. Et donc, il y a eu des rapports dans lesquels il a été dit que 70% dans le département du Chocó souffraient, étaient en risque, en situation de risque, à cause de la violence de cette présence armée. Il y avait les laïcs, il y avait les églises, il y avait des personnes de différentes paroisses qui étaient présentes et nous vivions
nous vivions sous la pression, justement, quand il y a des acteurs armés qui sont confrontés les uns envers les autres, qui envahissent les villes, les zones urbaines et qui mènent des luttes qui limitent la mobilité des populations et qui menacent des communautés entières à travers leurs leaders, justement. Vous parliez des chrétiens et justement, vous allez un peu nous dire voilà, comment l'Église agit auprès de ces Colombiens, de ces populations qui souffrent. Alors vous étiez le 30 septembre à Rome pour assister, on va en voir d'ailleurs quelques images, au consistoire au cours duquel l'archevêque de Bogota et président de la conférence épiscopale colombienne, Monseigneur Luis José Rueda Aparicio, a été créé cardinal. En quoi cela encourage le travail de l'Église colombienne pour la paix, même si on sait, en tout cas je peux le préciser, que Bogota est traditionnellement un siège cardinalice? La conférence épiscopale colombienne a participé toujours dans les différents processus de paix. Ils ont apporté leur appui. Nous croyons en la force du dialogue. Nous pensons qu'effectivement, il y a beaucoup de situations qui doivent changer dans le pays pour qu'enfin nous puissions avoir une paix complète qui est promue par l'Église catholique. Monseigneur Luis José Rueda Aparicio, qui est l'actuel cardinal pour la Colombie, est quelqu'un qui a été très engagé justement avec la paix. Et il est maintenant président effectivement de la conférence épiscopale. Mais nous, les évêques qui sommes dans les différents territoires, nous parions concrètement sur la paix. Par exemple, nous avons un document que nous avons publié il y a à peu près 2 mois de cela. C'est un document dont le titre est Une pastorale vers la conciliation et la paix. Nous faisons référence aux différents critères, à la pédagogie et aux actions de l'Église colombienne, justement pour chercher cette paix. Et dans les critères, par exemple, nous parlons de la défense de la vie. Pour nous, il est essentiel de défendre la vie des personnes qui naissent jusqu'à leur mort. Il est important de défendre la vie des pauvres. Il est important de défendre la vie des paysans, des personnes autochtones, des afrodescendants, etc. On parle également du dialogue en tant que critère. C'est un critère qui est absolument nécessaire, surtout parce que on a déjà vu que traiter la violence par la violence, ça ne fait que créer davantage de violence. Et par conséquent, nous devons écouter les différents secteurs et nous devons promouvoir ce dialogue au sein du pays. Et l'Église mène toute une pédagogie également. Elle fait un accompagnement des communautés. On arrive là où l'État n'arrive pas, où l'État colombien n'arrive pas. Et nous sommes là justement pour donner de la force à la population qui a peur justement vis-à-vis de cette pression des secteurs amis qui se sont abandonnés par l'État. Et nous sommes donc là pour qu'au nom du Christ, au nom de l'Évangile de la paix, nous soyons là pour apporter un espoir à nos peuples. Nous travaillons également pour agir auprès de l'État, auprès des acteurs armés. On dénonce les crimes et les violations du droit international humanitaire. Nous sommes également en train d'arriver à faire en sorte qu'on voit ce qui se passe. Parce que justement, on a une voix qui est objective. On raconte ce qui se passe dans nos pays. Les gouvernements ont tendance, n'est-ce pas, à défendre un petit peu ce qu'ils font. Ils disent qu'en Colombie, la situation n'est pas si grave que ça. Et les acteurs armés nient le fait qu'ils sont en train de bafouer le droit international humanitaire et que ça affecte les droits humains des différentes personnes. Et nous sommes là pour dire véritablement ce qui se passe sur le territoire. Et on travaille justement pour faire des formations socio-politiques. On est en train de nous structurer avec d'autres secteurs de la population pour arriver à la paix que nous souhaitons à travers différentes alliances avec les universités, avec la communauté internationale, avec d'autres confessions religieuses et également avec les organisations sociales.
Alors, si vous nous rejoignez, on est toujours avec Monseigneur Juan Carlos Barreto pour nous parler de Colombie avec ce deuxième défi que l'on aborde avec vous. La Colombie, elle est l'un des principaux pays d'accueil de migrants, notamment vénézuéliens, autour de 2 millions. Alors, vous le savez, le pape appelle non au rejet, mais à l'accueil des migrants. Comment cet appel est-il entendu par les chrétiens colombiens? Es muy importante lo que el Papa Ce que le pape fait en faveur des migrants du monde est très important. Je veux parler des migrants asiatiques, des migrants africains, les migrants d'Amérique latine. C'est le Sud, disons, qui a beaucoup souffert des violences, qui souffre de la pauvreté, des persécutions politiques et religieuses. Et à cause de tout cela, il y a beaucoup de personnes qui doivent migrer vers le Nord en quête d'une meilleure vie. Et donc, pour nous, accueillir ces migrants, les protéger, les aider à se développer, les intégrer. Ce sont pour nous des critères que nous essayons de mettre en œuvre, bien sûr. C'est la raison pour laquelle la Colombie, qui est pays frontalier de l'Équateur, du Venezuela, de Panama, eh bien, ce sont des points critiques pour nous. On a maintenu des conversations, des alliances avec les églises de ces différents pays, avec les organisations internationales. Et même avec les États, on essaie de faire en sorte d'avoir un bon dialogue et de pouvoir apporter un service de qualité aux migrants. Et dans cette frontière avec le Panama, où nous avons toutes les migrations, tous les migrants qui nous viennent d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, eh bien, nous sommes en train d'accompagner au maximum, même si c'est une situation qui, disons, fait qu'on est un peu débordé. Ce n'est pas uniquement l'Église ou un seul pays qui peut agir, parce que ce sont des problèmes internationaux, ce sont des problèmes mondiaux, et c'est la communauté internationale qui doit s'en occuper également. Malgré tout, on a été présents, on a été là pour essayer de protéger ces migrants, de les accompagner, et de leur permettre de se développer et de les intégrer, bien sûr. Alors, quel lien, quelle relation les migrants vénézuéliens ont-ils avec les Colombiens? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la tentation du rejet, puisque, on le sait, et vous le disiez, la Colombie vit aussi une pauvreté importante, donc les Colombiens ne sont pas forcément mieux lotis? Alors, malheureusement, dans tous les pays, il y a des secteurs de la population qui peuvent avoir une réaction négative. Ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais en tant qu'État, la Colombie a véritablement fait la promotion de cette intégration, de cet accueil des Vénézuéliens qui vivent des situations très difficiles et qui font qu'ils sont obligés de quitter leur pays, de migrer. Alors évidemment, un pays qui vit dans une situation de pauvreté n'a pas les moyens nécessaires. La Colombie n'a pas les moyens nécessaires. Il y a certains Vénézuéliens qui passent par la Colombie et partent dans d'autres pays, mais il y en a d'autres qui restent. Et ces migrants représentent tout un défi pour nous. Nous pensons qu'en général, la réponse du pays a été plutôt positive. C'est vrai qu'il y a certains secteurs de la population, certains segments politiques qui sont critiques vis-à-vis de cette migration, mais en général, on voit qu'il y a un engagement éthique qui est présent. Et il est important d'apporter une bonne réponse à ces migrants. Et Caritas, qui agit, Caritas Colombie, auprès des migrants, notamment pour leur intégration économique. Oui, tout à fait. Nous avons travaillé surtout au niveau des frontières. Nous avons apporté une aide avec l'alimentation. Nous apportons un soutien juridique, un soutien psychosocial également. Nous aidons également ces personnes à trouver un logement. On les aide avec le transport, effectivement, grâce au soutien des différentes organisations Caritas européennes qui nous ont aidés à fournir les services nécessaires et à pouvoir soutenir beaucoup de personnes en Colombie qui sont sensibilisées justement avec tous ces sujets-là.
Monseigneur Barreto, pour les dernières minutes, eh bien, on va aussi parler d'espérance, c'est important. Alors, le 4 octobre, le pape a publié Laudate Deum, un nouveau texte sur l'écologie actualisant Laudato Si. Il y avait eu aussi en 2019 le synode sur l'Amazonie. Alors, la forêt amazonienne, elle couvre près de la moitié du territoire de la Colombie. C'est quoi aujourd'hui, brièvement, les principaux défis écologiques qui touchent la Colombie? Tenemos varias dificultades. On fait face à différentes difficultés. La Colombie est un pays les plus biodiversifiés. Nous avons l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, nous avons la forêt amazonienne, nous avons la forêt sur toute la côte Pacifique, nous avons les Andes également. Et donc, il y a beaucoup de possibilités. Vous voyez, nous avons de l'eau, nous avons 40% des régions humides qui se trouvent en Colombie. Mais c'est vrai que la nature a été très fortement affectée, touchée. Il y a des difficultés, par exemple le fait qu'il y a une trop forte extraction de bois on détruit des forêts pour aller chercher le charbon, pour aller chercher du pétrole, et il y a une forte demande internationale. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont liées justement à ces secteurs. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, eh bien, la forêt amazonienne est déforestée. Ça a eu un impact sur les sols, sur l'air, sur l'eau. Et il y a également la demande de cocaïne qui font que beaucoup de paysans qui se trouvent dans une situation de pauvreté extrême, du coup, se disent qu'il y a une rentabilité pour cultiver la feuille de coca. Et tout cela a donné lieu à une situation qui est vraiment très grave. Et Caritas aussi, qui est évidemment mobilisée auprès des populations impactées. Hein. Oui, c'est ça. Acompañando mucho, por ejemplo, a la REPAM. Nous accompagnons le réseau ecclésiastique de l'Amazonie, et c'est vrai qu'il y a eu tous ces messages qui ont été lancés pour protéger la forêt amazonienne, pour pouvoir préserver les cultures, pour qu'on puisse arrêter la déforestation et pour que nous comprenions que cette région est très importante pour le monde, pas uniquement pour la Colombie. La forêt amazonienne est indispensable. Et si nous continuons à détruire ces forêts amazonienne, d'autres forêts en Colombie, eh bien finalement on va avoir un monde où on ne pourra plus vivre et le changement climatique va continuer à avancer. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, il est très important d'appuyer la REPAM. Nous travaillons également pour aider les paysans à travailler d'une façon plus propre, qui soit en harmonie avec la protection de l'environnement, pour qu'ils aient une approche qui sont elles-mêmes actrice aussi de la préservation. Hein. C'est l'humain qui est au cœur. Sí, claro, claro. Oui, c'est tout à fait ça. Y nosotros estamos como en red con ellos. Et donc nous travaillons en réseau avec ces organisations sociales, avec les différentes communautés autochtones, afrodescendantes, avec les paysans. On travaille en coopération avec les universités, justement pour faire en sorte que cette vision de l'environnement change et pour qu'on fasse les choses pour avoir cette approche intégrale, comme le dit le pape. Merci beaucoup, Monseigneur Juan Carlos Barreto, pour votre témoignage sur la situation dans votre pays. Évidemment qu'on va continuer à suivre. Merci aussi au Secours catholique qui a permis la réalisation de cet entretien, ainsi qu'à Jacqueline Augusto Pérez pour sa traduction. Avant de nous quitter, c'est la chronique du Monde.
Et on retrouve depuis Port-Louis à l'île Maurice, Annabella Labèche, laïque catholique. Bonjour à tous. À l'heure où la drogue fait des ravages dans beaucoup de pays, attirant dans ses filets des consommateurs de plus en plus jeunes, et à l'île Maurice aussi, hélas, eh bien, toute initiative dans le domaine de la prévention apporte une note d'espoir. Je voudrais ici saluer le travail, la mission admirable d'un groupe de jeunes volontaires au sein d'une ONG ayant pour nom Groupe A comme Amour, Accueil. Ce groupe est un maillon essentiel dans l'action du diocèse de Port-Louis contre le fléau de la drogue. Sans diminuer l'œuvre d'autres ONG dans le même combat, la particularité du groupe A est que ce sont les jeunes eux-mêmes qui descendent dans la plaine pour tendre la main aux jeunes victimes pour les aider à se relever. Le geste peut être une goutte d'eau face à l'étendue du problème, mais cette goutte d'eau a soulagé de nombreuses victimes et leurs proches. Et c'est avec ces paroles du pape François: à vous jeunes qui voulez changer le monde, soyez sans crainte, n'ayez pas peur, que ces jeunes du groupe A poursuivent leur engagement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre site, nos réseaux sociaux, mais aussi sur KTO Radio. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.